Aujourd'hui, je suis sur l'Ocean 50 d'Éric Perron, à Saint-Malo, juste avant la route de Rome, avec Eric, justement, et ma femme Alix. Eric, écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Eh ben, moi, je suis Éric Perron, skipper de course large, notamment sur le trimaran Ocean 50 qui s'appelle Comme il faut, le nom du sponsor. Et puis, je participe à la route du Rhum dans quelques jours. Ce que je trouve super intéressant, c'est que ça fait quelques années, quasiment 20, que tu fais de la course large. Et ce que je voudrais commencer par savoir, c'est est-ce que l'esprit de la course large a beaucoup évolué en 20 ans? C'est une bonne question. C'est sûr, il a évolué puisque forcément, il s'est passé du temps. Alors moi, je suis né en 81. La route du Rhum avait à peine tout juste... la première route du Rhum était de 78. Donc en fait, voilà, j'ai découvert quelque part la course au large bien plus tard, 10 ans après. Et là, du coup, il y avait une espèce d'effervescence, effectivement, pour un attrait sur le mode aventurier, ces machines extraordinaires qui traversaient les océans, voire qui tentaient des records autour du monde. Et là, maintenant, ça s'est très professionnalisé. Donc forcément, l'esprit du début... on en est loin, mais il y a quand même encore un goût d'aventure qui est là. Je pense que chaque skipper a aussi une espèce de rapport à la nature qui fait qu'une fois qu'il est en mer, passe dans un état de spiritualité peut-être différent, mais en tout cas oui. La course au large a sûrement évolué. Je sais pas si c'est dans le bon sens, mais c'est sûr que c'est pas la même que ce que j'ai pu voir il y a une vingtaine d'années. Non, parce que moi j'en fais depuis 20 ans, mais j'ai 41 ans, donc c'est à l'âge de 7 ans, j'en avais déjà envie d'en faire. Donc évidemment, je pense qu'évidemment ça a changé forcément. Ouais. Et pour toi, vers Dubon, en fait, j'ai été vachement marqué par l'interview de Lecam après le Vendée Globe, qui disait on a une telle course à l'armement technologique quand on voit les ultimes qui valent plusieurs dizaines, on va dire, de millions d'euros. J'ai l'impression qu'il y a 20 ans, on pouvait le faire, on va dire, un peu avec les moyens du bord, et que maintenant c'est devenu beaucoup plus compliqué. Oui, mais ça c'est je dirais c'est normal en fait. C'était il y a 20 ans, une équipe de rugby, elle était amateur. Oui, peut-être 30 ans. Elle était amateur, le garagiste du coin allait s'entraîner rapido et puis il faisait des matchs nationaux. Nous c'est pareil en fait. Donc du coup, j'imagine qu'en fait la professionnalisation du sport a forcément été chercher tous les petits détails qui font que la performance est là. Donc ça passe par la technologie, ça passe par l'entraînement, l'humain, les moyens de communication pour rendre pour optimiser ce vecteur de communication aussi. Donc c'est un peu un petit raccourci où un peu dézoomé avant de dire que c'était pas comme avant et que c'est dommage, etc. Non, là on a la chance d'être 138 au départ, d'avoir des moyens de sécurité bien plus élaborés qu'avant, donc forcément ça a du coût. Il y a des systèmes embarqués qui font que on se sent plus proche du public, on peut partager mieux. Il y a quand même moins de drames en mer aujourd'hui, c'est toute cette popularisation de nos techniques, de l'innovation fait que aussi le grand public en bénéficie. Donc oui, c'est normal que ça coûte un peu, que c'est une évolution naturelle pour toi. Et ouais, je crois. Et puis le prix des bateaux, oui, alors maintenant c'est quelques millions les ultimes, etc. Mais en fait à l'époque il y a 20 ans les plus gros bateaux valaient quand même déjà très cher. On n'est pas arrivé dans un problème d'accessibilité à notre époque qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas, puisque la preuve en est, on est 138 aujourd'hui au départ. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu être skipper? En fait, je me suis jamais dit que c'était possible d'être skipper. Mais par contre, j'ai toujours eu envie d'être sur l'eau avec un bateau, de voyager, voyager
d'aller quelque part en bateau, quoi. C'était ça mon idée, et d'être sur ces machines. C'était ça aussi le truc qui me faisait kiffer quand j'étais gamin. Mes parents m'ont dit, bah, est-ce que tu veux faire de la voile en optimiste au club à la rentrée scolaire, quoi. Je dis bah oui, pourquoi pas, etc. Et il s'avère qu'en fait j'ai été pris dans l'engrenage. J'aimais ça, comme j'aurais pu aimer autre chose, mais là j'aimais ça. Vous savez, votre entourage, quand vous accrochez à quelque chose, ben ok, ben il cultive enfin le pourquoi vous aimez ça. Donc je me rappelle, on m'a offert un agenda du Vendée Globe 90. Et en fait, ben tous les jours, quand j'ouvrais mon agenda, j'avais rien à écrire dedans, hein, j'étais en CP. Je crois que j'ai écrit, enfin ma mère m'avait aidé à écrire la première ligne, et puis je crois que c'est depuis c'est le seul truc qui est resté dedans. Mais dans cet agenda, il y avait une photo de course au large, donc enfin du Vendée Globe 90. Et du coup, bah je le feuilletais sans arrêt, et j'adorais regarder ces bateaux. Et je me demandais pourquoi celui-là était plus rapide, etc. Enfin, et puis l'histoire, il y avait une petite légende. J'essayais enfin, ça m'a donné le goût à cette sensation de liberté d'être en mer. Tout ce que racontaient les Loïc Perron, les Florence Artaud, les Poupons, etc. Ça m'a donné envie. Et puis en plus de ça, c'est à peu près à la même époque, il y a eu la victoire de Florence Artaud sur Pierre Ier. Et du coup, bah, comme tout gamin, j'en avais plein les yeux de cette arrivée d'une nana sur un bateau doré à Pointe-à-Pitre, et à tel point que je me rappelle, j'avais demandé à mes parents si je pouvais acheter le 45 tours du single de Pierre Bachelet avec Florence Artaud, qui s'appelle Flo d'ailleurs, le single, et je l'écoutais. Et puis voilà, j'étais conquis par ces gens, ces aventuriers qui faisaient quelque chose d'extraordinaire, et en fait ça c'est resté ancré. Puis après, toute ma jeunesse, en fait, j'avais perdu un peu ça, je faisais de la voile, mais des courses entre trois bouées, etc. Et puis vers 20 ans, je me dis mais en fait j'ai envie de voir derrière l'horizon, quoi. Et c'est là que je suis passé à la course à large. Et alors, est-ce que tu parlais de boulanger tout à l'heure en parlant d'Éric Guminen, t'es passé par cette case, ou t'as en fait ton CV professionnel, c'est 100% de la voile? Ce que je veux dire, c'est que tu as est-ce que j'ai fait autre chose? Ouais, enfin, ou est-ce qu'il y a eu des époques où t'as dû faire deux choses en même temps, ou t'as toujours été 100% dans la voile? J'ai toujours fait de la voile toutes les années de ma vie, en fait, enfin à partir de mes 7 ans. J'ai jamais imaginé en faire mon métier. Alors du coup, par contre, j'étais toujours, enfin mon métier en tant que skipper. Par contre, j'étais toujours attiré par le milieu, et puis comme j'avais quelques compétences, j'ai essayé de me former à des métiers dans du milieu. Donc j'ai fait mes parents avaient une voilerie qui fabriquait des voiles, donc un petit peu le milieu familial était quand même ancré un peu là-dedans, un petit peu orienté, quoi. Comme ils avaient une voilerie, j'étais intéressé par les voiles, et je me suis dit bah tiens, il faut que je me forme au dessin en CAO pour fabriquer les voiles en process un peu plus industriel de mes parents, qui étaient très artisanal. Et en fait ça c'est arrivé au même moment où je commençais à avoir aussi envie de faire la course au large. Et donc en fait j'ai pas travaillé longtemps. Je me suis formé à ça a duré 1 an ou 2, et puis après très vite en fait j'avais plus le temps de dessiner, donc je suis parti sur la course au large. Ok. Et sinon j'ai fait serveur 3 semaines dans ma vie, dans une crêperie. C'est ta première route du Rhum? Ouais. Enfin? Ouais, quelque part, ouais. Pourquoi? J'attendais le bon moment. Ouais. Alors j'ai fait beaucoup de Figaro. Il y a la solitaire du Figaro tous les ans. Et donc la route du Rhum, c'est sur des plus gros bateaux, et en général c'est des projets qui se font sur 2 voire 3 ans pour bien se préparer. Et en fait du coup moi j'étais dans un autre circuit parallèle, et qui n'était pas compatible avec la route du Rhum, et je voulais pas y aller juste aller tout mettre sur ça. Moi ce que je voulais, c'était performer en Figaro.
et puis être prêt, mûr pour faire cette course. Et puis voilà, le projet est venu il y a après mon tour du monde sur la Volvo Ocean Race. Je me suis dit bon tiens, c'est le moment. Donc c'était il y a déjà 8 ans. Il va falloir s'y préparer. Donc j'ai raté le train pour la dernière, mais voilà, il y a 2 ans maintenant, on a dit bon bah c'est le moment, il faut se préparer. Donc je me suis dit sur quel bateau, comment faire, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et au final, la fenêtre de tir, je dirais pour essayer de monter un projet IMOCA était pas très bonne parce que je voulais faire le Vendée Globe, mais en fait c'était pas adéquat par rapport à mon réseau, par rapport à mes partenaires qui étaient en ce moment avec moi. Mais en fait et puis je me suis souvenu que la route du Rhum en fait c'était pour moi en trimaran. Et là je me dis mais attends, t'es en train de te tromper quoi, c'est et du coup là je me suis renseigné, savoir s'il y avait des bateaux disponibles, et il y avait celui-là qui était dans mes moyens. Donc voilà, j'ai tout organisé pour que ça se fasse. Donc on a acheté un bateau, démarché auprès des partenaires, essayer de voir si ce bateau pouvait être rénové entièrement parce que c'était un vieux bateau. Et puis voilà, de fil en aiguille, le plan est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu du coup sur cette catégorie des Ocean 50? Alors donc effectivement, donc moi je suis sur un Ocean 50, donc qui s'appelait avant les Multi 50. Donc c'est des trimarans de 50 pieds, donc 15 mètres environ, et qui font aussi 15 mètres de large. Donc c'est des bateaux assez puissants. En gros, la largeur d'un bateau fait sa puissance. C'est une classe qui, je dirais, n'a pas accès par son règlement à vraiment la haute technologie. On est dans de la belle technologie, mais il y a des restrictions. Typiquement, pour des questions de coût, le carbone est limité, pour aussi l'empreinte carbone, etc. Et il y a même un règlement qui nous impose, il y a un numerus clausus sur le nombre de bateaux qui est de 10. Donc on peut pas avoir plus de 10 concurrents en Ocean 50 aujourd'hui. Pourquoi? Alors pour plein de raisons, c'était pour limiter les coûts, pour pas qu'il y ait une course à l'armement, qu'on fasse des bateaux poubelles en fait, des bateaux clac, il est pas bon, oui. Voilà, et puis pour garantir les investissements justement des propriétaires. En l'occurrence, c'est souvent les skippers ou les sponsors, et de cette manière en fait, on a un contrôle assez raisonné des coûts. Et du coup de la plateforme que peut offrir ces bateaux-là. Donc ça c'est les Ocean 50, donc ça c'est des bateaux très rapides qui se manœuvrent en équipage ou en solitaire. Là, en l'occurrence, c'est un solitaire pour la route du Rhum. Et c'est des bateaux qui vont en une moyenne de 20 nœuds. Ils peuvent aller jusqu'à 35, voire 38 nœuds. Oui. Et c'est des bateaux très légers qui font 4,5 tonnes en moyenne. Donc les 4,5 tonnes, c'est 2 fois moins lourd qu'un IMOCA, par exemple. D'accord. Donc c'est des bateaux très rapides, mais le danger des trimarans, on le sait tous, on l'a tous en tête, des bateaux qui se sont retournés ou que les bras de liaison ont cassé dans de la mer, etc. Donc c'est ça c'est des bateaux rapides, mais où il y a un certain risque. Et c'est ce qui en fait que c'est excitant en fait. Il n'y a pas une sécurité qui fait que quand ça commence à trop gîter, il y a quelque chose qui largue tout? On a des dispositifs effectivement, ou qui sont obligatoires d'ailleurs. Maintenant, il faut savoir bien s'en servir, que ce soit efficace, etc. Bien. C'est pas automatique? C'est automatique. C'est-à-dire que le système que j'ai moi, c'est il y a un taquet qui est monitoré par une petite centrale de calcul qui fait que si le capteur perçoit une gîte trop importante ou un enfournement trop important, le capteur va libérer la manœuvre qui était coincée dans le taquet. Donc à nous de choisir à combien on veut qu'il s'ouvre, à quel moment et sur quels critères. Parce qu'il n'y a pas que la gîte, il peut y avoir le vent, tous les capteurs qu'on veut en fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça arrive quand même qu'il y ait des bateaux qui se retournent malgré ces dispositifs? Les dispositifs ne fonctionnent pas ou ils agissent trop tard? Souvent c'est une erreur humaine, c'est-à-dire que le dispositif est pas bien branché quoi. Est-ce que tu considères que vous faites un sport extrême?
Alors quand je vois d'autres sports extrêmes, je me dis non, parce que j'aurais pas envie de faire des trucs dans les airs ou à 300 km/h. Mais oui, quelque part c'est extrême puisque l'accident peut nous coûter la vie, ouais. Donc quelque part c'est extrême. Et tu y penses? Non. Enfin oui, parce que c'est ancré, mais c'est tellement ancré qu'en fait c'est automatique, c'est qu'on fait gaffe tout le temps. Et enfin c'est pas on n'est pas conscient qu'on fait gaffe en fait, mais on est conscient qu'il y a un danger. D'accord. Et en lisant la revue de presse communiquée par tes équipes, il me semble qu'il y a eu des courses où tu avais eu des hallucinations. Ouais, ça arrive, ouais. Alors dans les stades pourquoi de ça arrive sommeil, et à quoi ça en fait, ça ressemble? c'est assez simple. On a besoin de sommeil, c'est vital. Et quand on est en manque de sommeil, le corps nous le rappelle. Donc ça commence souvent par une simple perte de tonus musculaire. Et donc ça, vous l'avez tous vécu, c'est la tête un peu lourde. On est en train de conduire et puis d'un coup, clac, ça tombe. Bah ça, c'est vraiment, c'est tout con, mais c'est un signe que votre corps est en train de dire. En fait là j'ai envie de te mettre allongé, donc c'est souvent dans ce sens-là aussi, parce que j'ai envie que tu dormes, parce qu'en fait on sait que d'être allongé favorise la sécrétion de mélatonine qui favorise l'endormissement, etc. Donc il y a ça, il y a les yeux qui se ferment tout seuls, ça c'est parce que pareil on s'endort mieux dans le noir. Dès que la pénombre arrive, en général on s'endort, donc ça c'est des petits éléments qui nous disent va dormir, quoi. Donc si on repousse sans arrêt ces moments, alors que le corps demande du sommeil, un moment, c'est d'autres organes et d'autres, dont le cerveau, la gestion de tous ces capteurs quelque part qui commencent à déconner. Et chez moi par exemple c'est d'abord l'audition. J'entends des sons, donc je commence là à avoir des hallucinations auditives. C'est j'entends un son, un clapotis, quelque chose, et ça me fait penser à une musique. Et après, ça y est, la radio est allumée, quoi. Alors qu'il y a pas, il y a rien. Et la radio est allumée et ça passe et c'est parti. C'est-à-dire que au début, je sais pas, il y avait une chanson, ça me rappelle tiens cette chanson. Mais derrière, il y a une deuxième chanson qui arrive, alors que le son est parti. Ouais. Et après, ça peut être le point météo, le point boursier, j'en sais rien. Enfin, et c'est parti. T'es en hallucination, quoi. Donc ça. Ensuite. Mais à ce moment-là, t'es prostré à la barre et tu fais plus rien et t'es parti. Non, c'est souvent que tu peux être conscient. D'accord. Et puis des fois, tu dis merde là, je déconne un peu. Faudrait que j'aille dormir, mais ça fait que des fois tu peux pas. Bah oui. Donc là tu dis allez, réveille-toi, c'est bon, machin. Et si les conditions météo le permettent pas, des fois tu peux pas, donc tu essayes tu vas te faire à bouffer, tu fais une activité ou quelque chose qui vont te remobiliser un peu. Mais justement, si rester assis à la barre là, ouais, t'es sûr puis en général quand on est là, tu ne barres pas, parce que justement si tu barres alors que t'es en train d'halluciner, c'est pas bon ce que tu fais, donc du coup pilote auto et oui voilà, mais de toute façon sur ces bateaux en général le pilote il est souvent en marche puisqu'on a beaucoup plus d'interaction sur les écoutes que réellement sur le pilote, quoi. Et après du coup le troisième stade c'est l'hallucination visuelle. Effectivement, moi j'ai vécu où il y avait un bidon qui ressemblait à une silhouette de chat, enfin bref, et j'ai cherché un chat pendant 2 heures dans le bateau, quoi. Mais non. Et il dit mais merde, je l'ai vu. Je faisais des tours, j'allais dans les coques et tout, enfin là c'était en Figaro, à l'arrière du bateau, et je me voyais en train d'aller à 4 pattes à l'arrière. Et puis à un moment je reviens vers le bateau, enfin vers le centre du bateau, et là je me dis mais n'importe quoi, enfin. Donc là évidemment dit allez rideau, on va dormir, quoi. Mais en fait c'est assez bien fait le corps. Voilà, on a plein de rappels qui nous disent quand que c'est fou, allez va dormir, quoi. Et justement nous on nous pose souvent la question mais comment vous faites pour vous préparer à ne pas dormir? En fait non, c'est pas ça du tout qu'on fait, c'est on se prépare à dormir quand on veut. Et en fait pour ça il faut
faut sans arrêt toute la journée, de toute la vie courante, s'écouter et se dire tiens là, je pense que si je vais dormir dans 1 minute, je dors. Et c'est ça qu'on cherche. C'est être capable de s'endormir pour être optimum en fait dans la gestion de son sommeil. C'est voilà. Donc c'est typiquement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand on sent qu'il y a une baisse de tonus. Voilà. Et ça, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. C'est quand on conduit, on pique du nez. Voilà, c'est ces choses-là, quoi. On dort 20 minutes, mais il faut pas trop plus parce que sinon, justement, on fait un cycle entier. Et là, on va avoir du mal à se lever. On a tous eu cette sensation de faire une sieste et puis de dire allez encore un peu, c'est bien. Et puis après, paf, on bascule. Et là, si jamais quelqu'un nous réveille, on est là, qu'est-ce qui se passe? Et on met 2 heures à émerger, ouais. Voilà. Nous, on essaye de se réveiller juste avant. C'est-à-dire que c'est pour ça quand on parle de 15-20 minutes, c'est à peu près la moyenne de l'humain. Hein. D'accord. C'est descendre le tonus, mais pas trop, pour justement pouvoir agir en deux quoi. Pendant toute la durée de la course, moi, je vais essayer de jamais dépasser ce seuil justement de l'hallucination. C'est-à-dire que il faut vraiment que faut pas que ça arrive. Parce que quand on a dépassé, quand on a eu une première hallucination, ça veut dire qu'on a déjà dans la réserve de notre capital sommeil. Et là, c'est mal barré. Parce qu'il va falloir beaucoup de temps pour revenir sur une gestion de sommeil normale où ça déroule et tout va bien. Surtout si tu cherches des chats dans un bateau au lieu de dormir. Et donc si t'en arrives là, de toute façon, quelque part c'est faut que ça se termine quoi. Donc ou alors tu vas aller dormir, mais là pour le coup tu vas aller dormir 2 heures, 3 heures. Ce qui est possible en mer quelque soit en soi, mais c'est dangereux et c'est là que les conneries arrivent, t'es plus lucide et voilà. Donc nous tout le jeu va être de dormir suffisamment un peu tout le temps pour jamais arriver dans cette dette de sommeil qui demande un reset sommeil trop important et qui du coup te fait perdre la course quoi. Est-ce que tu as une grosse pression, on passe du tout au rien, une grosse pression financière sur les épaules? En fait, c'est une boîte que tu gères. Ouais, c'est clairement une boîte. Hein. Là aujourd'hui, j'ai 3 employés et il y a des prestataires. Alors, faut savoir qu'en fait, mon chiffre d'affaires annuel pour un projet comme ça, c'est environ 700 000 euros. Ah ouais. Donc je me permets, Imoca, j'avais un ordre de grandeur à 1 million. Ouais, 1 million, plus que ça, 1,5 million, je pense. Le Figaro, c'était un peu plus tranquille. Entre 200 et 300. Ouais, 150 et 300. c'est ça, on m'a dit exactement. Et donc là, on est au milieu, quoi. Voilà, on est un peu au milieu. En fait, c'est directement lié au nombre de personnes et à la grandeur du bateau, puisque plus c'est grand, plus les poulies, les bouts, les voiles sont grandes, donc plus, forcément, il y a un prix rapport matière en fait, tout simple et après au nombre de personnes qui gravitent autour du projet. Donc on va dire il y a le noyau dur de l'équipe, mais il y a énormément d'emplois indirects sur ces 700 000 euros en fait. Quand on va acheter des voiles, du petit matériel, du sac, des fringues, etc. Donc voilà. Et il y a la location du bateau. Ah donc tu l'as pas acheté? Il y a une société dont je suis actionnaire avec 8 autres investisseurs. D'accord. Et mon projet, ma société finalement loue à cette société ce bateau. Donc effectivement, il y a un enjeu pour moi financier. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver toujours des financements via des sponsors à qui on va pouvoir rendre une prestation médiatique. Et de la visibilité et de la relation publique. Donc ça, c'est ce qu'on vend. Et en échange, évidemment, eux, ils nous financent le fonctionnement. Et donc, je paye tout ce petit monde grâce à ça. J'ai une pression financière, oui, parce que souvent, on n'arrive pas à, en fait, c'est très dur de dire stop à l'entretien du bateau, parce qu'on a toujours peur de casser, donc il faut remplacer, et on a toujours peur de manquer quelque part. Et là, il y a toujours un petit jeu, et souvent on dépasse ce coût technique, ce qui fait que, ou voire médiatique, en faisant un poster, un machin, j'en sais rien, ça c'est un mauvais exemple, mais une action qui nous coûte.
alors que en face on n'a pas forcément le revenu pour. Et donc des fois on investit en fait, parce qu'on sait qu'on va sur le coup d'après on va pouvoir peut-être un peu gagner. Et là moi c'est mon cas aujourd'hui, puisque j'ai annoncé hier que je partais sur un nouveau programme l'année prochaine. Et là fais pas ma conclusion trop vite. Et donc là j'ai clairement investi avant même d'avoir les financements. D'accord. Donc là j'ai une pression financière effectivement. Et qui après 20 ans tu te dis ok en fait j'espère que c'est la dernière. non mais je l'ai déjà vu et je sais que ça peut passer. Ouais, c'est en fait on est dans, comme tout entrepreneur, à un moment qui achète un nouvel outil, il va se dire qui achète ou qui loue une nouvelle plateforme, un nouvel, j'en sais rien, un nouveau four, il va se dire c'est bon, ce four là il va me permettre de vendre un peu plus. Je reprends le boulanger, il va reprendre, il va me permettre de vendre, de fournir plus, donc normalement je sais que je vais pouvoir vendre plus. Bon voilà, on est dans la même démarche. Quand on investit sur un bateau, c'est parce que derrière on a un plan qui sera commercialisable et qu'on a déjà des intuitions sur ce plan, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu leur vends aux sponsors? En fait, moi, ça m'intéresse d'autant plus que donc j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. On a commencé par le kite. Et puis, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de se diversifier. Et je me suis dit, Thalassa a eu un succès à un moment. Je vais essayer de faire des documentaires sur la mer. Et genre le premier que j'ai fait, il a fait 140 000 vues sur YouTube. C'était un documentaire sur un remorqueur dans le port du Havre. Et le truc dont je m'aperçois, c'est ok, visiblement il y a une audience qui est prête à répondre à ce genre de contenu. En revanche, je m'aperçois que c'est ultra dur de faire sponsoriser un documentaire comme ça. Et moi, mes budgets de fonctionnement, tu vois, si je levais, je dis n'importe quoi, 6-7 000 euros par documentaire, je serais bien. Donc sur une année, je compte pas le faire à plein temps. Sur une année, on a des budgets qui sont super loin des vôtres. En revanche, toi, effectivement, j'imagine que tu vends plus que juste une image ou disons un logo sur une voile. Oui, c'est en fait c'est ça qui est chouette en voile finalement, c'est que donc déjà c'est du sport. Faire des montages pendant 100 heures, c'est sportif, hein. c'est vrai. Non, mais c'est du sport. En plus, il faut gérer ma femme qui me dit, bon, allez, on vient dîner. Non, allez, j'en fais encore 4 heures et puis après, je viendrai dîner, même si c'est 2 heures du matin. J'ai la même à la maison, hein. On est passionné de ce qu'on fait, donc effectivement, on ne compte plus les heures. Déjà, donc, en étant passionné, c'est ça qu'on véhicule, je pense. Les gens aiment voir des gens passionnés. Et je pense que toi-même, dans ton travail, ta passion pour documenter quelque chose fait que les gens ont envie de regarder puisqu'ils voient ça avec à travers tes yeux. Et nous, c'est pareil. En fait, donc, ma course, comme je fais là, j'essaye de te rendre un maximum d'expérience, de comprendre, enfin de faire comprendre ce que je vis, etc. Et en fait, je crois que les gens cherchent ça. Et en fait, les sponsors, quand ils s'engagent avec nous, c'est un peu pour ça. C'est pour partager un maximum de choses, les valeurs qu'on pourrait défendre, ce qu'on représente aux yeux du public. Ça peut être juste un échange. Des fois, ils sont hyper ravis d'avoir une poignée de main et c'est tout, quoi. Et d'autres, c'est un autographe, et d'autres, c'est une visite du bateau, d'autres c'est je sais pas, enfin voilà, il y a tout un tas d'échanges. Et donc si on prend ce que peut faire la voile, enfin pourquoi la voile, on arrive à lever de l'argent pour faire tout ça, je dirais que c'est essentiellement aussi grâce à la portée médiatique. Alors malheureusement c'est pas tout le temps mesurable. J'ai envie de te dire que quelque part par rapport à toi, on est très nul en ROI, enfin retour sur investissement. Si toi tu fais 140 000 vues sur un documentaire, alors que moi je vais faire un live de ce que je dis, machin, et puis il y aura 130 vues, je me dis en fait là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est une simple réalité de marché.
et que ça, elle se discute pas. C'est-à-dire que je pense que objectivement, soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas la bonne manière de faire, soit c'est pas le bon message que je véhicule. Mais le fait est que peu importe le nombre de vues que tu fais. Moi, par exemple, j'avais discuté avec quelqu'un qui me disait, en fait, ils s'en fichent un peu du nombre d'abonnés des skippers. En revanche, ils s'aperçoivent que au sein de l'entreprise qui sponsorise, ça fédère à fond et que alors comme il faut, je connais pas l'entreprise, mais s'ils sont nombreux ou pas. Mais là, pendant la route du Rhum, les employés, ils vont avoir des discussions sur ta performance, suivre la course. Et en fait, ça crée du lien au sein de l'entreprise qui va plus loin que juste la course large, et donc ça a une valeur. Exactement. Donc du coup, j'allais en venir, c'est effectivement ça. Donc soit y a de la notoriété, on va dire, et après il y a tout ce qu'on peut faire en B2B. Et nous, typiquement cette année, avec Comme il faut, avec French Touch, Ocean Club, on est clairement à 80% dans le B2B. C'est-à-dire que on a fait naviguer 300 personnes sur ce bateau, un bateau de course. 300 personnes dans une année, c'est colossal. Ouais, en fait. C'est beaucoup, ouais. Et donc chaque personne a pu toucher la barre, avoir du vent sur la figure pour des gens qui n'ont jamais touché la mer, monter à bord d'un bateau de course et du coup ils vont s'identifier, ils m'ont rencontré, on a échangé à travers des petites séances au restaurant ou devant un micro, enfin en amphithéâtre, etc. Mais voilà, rendre tout ça accessible a une valeur effectivement. Et effectivement, quand un sponsor voit ses salariés à la pause café discuter de la course en cours, c'est gagné. C'est que ça fédère, on voit bien qu'il y a un sujet où tout le monde est d'accord, il y a des jeux virtuels regatta, des choses comme ça qui fédèrent aussi, mais il y a et en fait c'est tout ça qu'on développe effectivement, qu'on partage, et effectivement c'est immesurable. Non, oui, pas, bien sûr, tu peux pas aussi bien chiffre, mais tu peux le ressentir. Voilà, ça se ressent, mais ça se mesure pas avec un taux de clic, un taux de machin, etc., etc. Mais donc, on essaye de faire un peu de tout, parce que, à un moment, de toute façon, notre sponsor va nous dire, mais bon, on a mis cet argent pour avoir un bateau, mais bon, tant qu'à faire, autant qu'il soit beau, qu'il soit visible, et puis si tu peux encore plus être visible dans les médias, parce que t'as gagné, tant mieux, quoi. Voilà, en fait, c'est un ensemble de multitudes d'axes de travail qu'on a, nous, qu'on essaie de développer. Et puis, des fois, le même sponsor, dans l'année, va avoir des objectifs différents, voire une année sur deux. Si au début c'était développer justement le relationnel, le B2B, voilà, tout va bien, et puis si l'année d'après il y a un lancement d'un nouveau produit et que là on a besoin d'autorité, on active de ce côté-là, quoi. Okay. Et même le choix des courses peut être en fonction de ça aussi. Certains sponsors vont s'aligner sur une course plutôt qu'une autre, puisqu'elle cible plus ou moins bien sa clientèle, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est assez complexe, mais c'est assez grisant aussi. Ça me passionne un peu, toutes ces stratégies de communication. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce collectif French Touch dont tu nous as parlé? Ouais. Alors French Touch Ocean Club, à la base en fait c'est un club d'entreprise tout banal, c'est-à-dire que banal. C'est que j'arrivais pas à fédérer, à trouver un sponsor. Du coup, j'ai fédéré plein de petits. Et puis, et en fait, le réseau a commencé à vivre de lui-même. C'est-à-dire que ces chefs d'entreprise ou ces salariés, tout ça, aimaient bien se rencontrer dans un univers un peu festif ou au moins détendu en dehors du cadre du travail, quoi. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tous il y avait un dénominateur commun, c'était en fait ils étaient super fiers de leur savoir-faire. Et je me suis dit, mais pourquoi, au lieu d'avoir un patchwork de petits sponsors qui veulent jouer de leur ego, pourquoi sur le bateau, pourquoi on communiquerait pas sur une seule identité, puisque sinon c'est un casse-tête pas possible. Et en plus de ça, vous serez tous fiers de cette identité, quoi. Et donc, c'est là que nous est venue l'idée de regrouper tout ça sur la bannière de French Touch Ocean Club. On a trouvé ce nom-là, mais en gros, c'était le club du savoir-faire français.
enfin Okay. de la promotion du savoir-faire français. Et donc dans ces boîtes là, il y a du textile, Cotten, Royal Mail, 727, enfin l'entreprise Rivalin ils ont tous un savoir-faire bien particulier, et donc ça leur allait très bien. Et alors ce qui est hyper chouette, c'est que, et c'est là où je suis très fier, c'est que j'ai réussi à rapprocher certains fabricants. Les déchets de lin deviennent tu vois, et il y a des choses comme ça qui se sont faites, et des rapprochements aussi au sein du club de compétences en fait. On va passer sur ta vie perso. Est-ce que tu peux nous parler de tes moutons? Ça, c'était une question d'Erwan qui nous a mis en relation. Je suis assez terrien, j'aime bien le vert, j'aime bien la nature, et en fait du coup j'avais acheté un terrain en me disant je vais essayer de construire une belle maison en bois, etc. Et puis en fait il fallait nettoyer le terrain avant de construire, et en fait la première chose que j'ai fait, c'est quand j'ai eu le terrain, c'est que j'ai fait un enclos, et direct j'ai mis des moutons. Ils sont occupés de manière green. Voilà, ils ont donc l'éco-pâturage avait vachement de sens pour moi. Mais c'est vrai que ça m'emmerdait depuis des années d'allumer la tondeuse pour couper l'herbe. Je me dis c'est aucun sens. Puis je me suis vu berger, donc j'ai mis ces moutons là, et puis j'ai construit la maison dans leur champ. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à vivre avec ces moutons. Le troupeau a grandi, réduit, etc. Enfin voilà. Moi, j'ai pas de télé chez moi, mais j'adore regarder. Des fois, je reste planté dans mon canapé, regarder la nature. La nature. Et puis, il y a des interactions extraordinaires. Est-ce que tu considères, j'avais posé la question comme ça à Philippe Arts, que le sport que vous faites est un sport écologique? Alors là, non, je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est une question hyper complexe. En fait, ça dépend toujours de où on regarde, de quelle manière on regarde notre sport, quoi. Il faudra pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire, mais si on regarde la construction d'un bateau, effectivement, c'est pas écologique. Mais de la même manière, ça, j'ai jamais compris pourquoi, parce que finalement, c'est pas pour moi, du plastique que tu jettes. T'achètes un sac en plastique, tu l'utilises au supermarché, tu le balances à la poubelle. Il a servi une fois, le bateau, il est là depuis 2009, tu m'as dit? Ouais. Non, mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est justement, c'est là où on fait vachement de raccourcis. L'écologie, c'est très complexe. Et moi, c'est un terrain assez glissant, puisque, en fait, on n'a pas assez on n'a pas suffisamment de connaissances pour dire, mais qu'est-ce que c'est l'écologie ou pas? En fait, ma question, là où on se situe. Tu vois, par exemple, j'ai vu des photos de classe 40 qui rentrent de la Transac Jacques Vabre, sur des cargos. Oui. Et en fait, tu vois, alors je suis pas du tout un ayatollah et je suis extrêmement perfectible de ce point de vue-là, mais c'est vrai que tu te poses la question de se dire c'est quand même bizarre ces bateaux. Enfin, classe 40 c'est pas tout petit en plus, est-ce qu'ils pourraient pas faire autrement? Évidemment. Alors c'est très curieux. Alors c'est pour ça que je te dis c'est un terrain très glissant. Mais là où je voulais en venir, c'est aujourd'hui construire quelque chose, que ce soit en bois ou de n'importe quel point de vue de tu te places, on pourrait se dire c'est pas écologique en fait. Et c'est ça le problème en fait, c'est quoi? Il faudrait déjà définir ce que c'est l'écologie avant de pouvoir juger de qu'est-ce qu'un sport écologique ou pas. Et moi aujourd'hui, oui, je vais te dire, enfin non, je vais te dire la voile n'est pas un sport écologique. Et de l'autre côté, je vais te dire mais attends, là on va traverser l'Atlantique avec la force du vent. Et là de ce point de vue-là, évidemment, tu te dis oui. C'est écologique. Enfin, c'est écologique, c'est qu'on n'a aucun impact à ce moment-là. Par contre, on a un impact avant, après, pendant très peu, mais voilà, pour construire un bateau, il y a du déchet. Il y a presque autant de poids de justement le plastique, des choses qui vont pas être réutilisées dans la construction. Donc, et puis on est dans la pétrochimie. Aujourd'hui, pour faire une résine, une fibre de carbone, une fibre de lin, etc., il y a des procédés, il y a du déplacement, il y a de la transformation. Donc, à un moment, on peut pas dire oui, c'est écologique ou pas. Et en plus de ça, on a aussi des trucs complètement stupides dans notre pratique du sport. Mais ça, c'est tout sport confondu, tout rassemblement, tout que c'est un festival, n'importe quoi. C'est des moments où les gens se déplacent. S'ils se déplacent pas à pied, on pourrait se poser la question. Du moment où après on me dit le numérique machin, c'est peut-être plus simple et tout, mais du moment que mon message ne passe pas de ma voix à ta voix,
en fait, tu pourrais te poser la question, c'est pas écologique en fait, parce que là on passe par un satellite et le satellite il a fallu le construire et puis après il faut héberger le numérique, etc. Donc en fait, c'est un grand débat, mais aujourd'hui je dirais que la voile elle peut s'améliorer, c'est évident. De toute façon, toute notre pratique courante de l'humain, la civilisation peut s'améliorer dans tous les sens. Ça, c'est évident. Et je pense que, par contre, la grosse force de la voile, c'est qu'aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs porte-parole pour exprimer ces choses-là. Et donc, oui, il faut regarder à notre pied, à pied de notre porte, balayer à notre porte déjà pour que ce soit propre. Mais en même temps, donner l'exemple, mais en plus là par contre là on a une vraie force de frappe, c'est le porte-parole qu'est la voile pourra permettre à justement à montrer de nouvelles pratiques, à innover, ou justement montrer, faire la lumière sur des pratiques plus vertueuses, etc. Et ça, je crois plus en ça que de flinguer un sport qui au final est relativement proche d'être vertueux, quoi. C'est un vaste sujet, mais je trouve ça toujours intéressant, tu vois, d'en discuter, et puis moi même de m'enrichir de points de vue différents. Est-ce que on peut parler de tes projets, ton projet futur? Tu n'es pas encore parti pour traverser l'Atlantique et tu as déjà la tête dans le futur. Alors, il faut toujours avoir un coup d'avance parce que les projets mettent du temps à se mettre en place. Et donc, effectivement, j'ai annoncé il y a 2 jours que j'allais participer à l'Arkea Ultimate Challenge. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tour du monde en solitaire, mais sur des trimarans ultimes. Donc, c'est les plus gros trimarans de type Banque Populaire, Gitana, SVR, Actual, enfin Sodebo, tous ces bateaux-là de 32 mètres. Donc, c'est 2 fois plus gros que ça. Et la particularité, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, des tours du monde ont été faits en solitaire, mais jamais en course. C'est-à-dire qu'ils ont toujours, on a toujours choisi le moment où on partait. Là, il y aura il y aura une ligne de départ et tout le monde va partir en même temps. Ça va être une course. Donc, c'est un peu, on va se retrouver un peu comme à l'image du premier Vendée Globe. Et donc moi c'est un défi qui m'a tout de suite plu et voilà, j'ai voulu y participer. Donc je suis en train d'organiser le plan de financement, etc. pour que ça se fasse. Mais alors j'ai vu que t'allais aller voir Avis Boat et leur louer un ultime. Il y a des alors comment est-ce qu'on loue un bateau comme ça? En fait il y a un gars qui a acheté un bateau en se disant je veux être c'est un vieux bateau qui tranquillement va être déclassé. Donc ça peut donner l'opportunité justement à des projets éphémères comme le mien l'année prochaine d'avoir lieu, où l'investissement est trop important, mais par contre une location c'est raisonné. Donc voilà, on s'est positionné dans ce cas-là. De la même manière que moi, ce bateau, du coup, sera à louer l'année prochaine. D'accord. Et un autre skipper pourra... Si un auditeur veut louer un bateau, voilà, 50 € la journée. C'est un peu plus que ça. C'est pas si cher, je peux vous dire des prix. C'est 300 000 € à l'année, avec voile et assurance comprise, sachant que l'assurance c'est 80 000 €. Ah oui. Et ouais, parce que si on perd le bateau, il faut rembourser, donc forcément c'est lié au... Enfin, c'est les problèmes, la complexité de l'assurance. Donc ça se loue 300 000 € par an et au final c'est après il faut faire fonctionner le bateau et puis y mettre des couleurs, etc. Mais et tu dis c'est de la même manière que un ultime un peu ancien. Oui, c'est un ultime donc c'est l'ancien d'abord sa première vie a été Geronimo, donc l'ancien trimaran de Olivier de Kersauzon, qui a été transformé complètement par l'équipe de Sodebo de Thomas Coville. Ils ont réussi à le remettre au goût du jour. Vraiment, le composite, c'est assez chouette. Là, tout est faisable en fait. Il faut du temps, il faut de l'argent, etc. Ce bateau a été transformé plusieurs fois et il s'avère que c'est un bateau très fiable, très solide, mais qui est un peu moins performant que les nouveaux, puisque il est dit archimédien. Il a des foils, mais il ne vole pas. Ça le soulage seulement. Donc ultime, ça veut pas forcément dire ça vole. Non. C'est une taille de bateau. C'est une taille de bateau. D'accord. Ouais. Donc c'est, je dirais, c'est le dernier qui ne volait pas. D'accord. Donc de ce fait, c'est un bateau un peu moins rapide, mais un peu plus 4x4.
Donc, sur un tour du monde, ça peut jouer, puisque en gros, aujourd'hui, les bateaux volants, ça va très vite, les chocs sont brutaux, la casse est possible, et dès que ça casse, ça ne vole plus. Et parfois, malheureusement, ça ne navigue même plus dès que ça casse. Donc, tandis que nous, on est un bateau un peu plus robuste, qui a des vitesses de pointe beaucoup moins importantes, mais sur le long terme, ça peut jouer. Tu cherches une vitesse moyenne plus que. Et après, mais sans parler de classement, de toute façon, un tour du monde en solitaire sur cette taille de bateau, faut savoir qu'on va tourner autour du monde entre 40 et 60 jours. C'est ultra rapide. Et tu vois, c'est rapide, 60 jours. Parce que j'ai dit à Alix qu'un jour je rêverais d'aller faire un tour du monde pendant 40 jours et faire un documentaire dessus. Elle m'a regardé en disant 40 jours. Ouais, bon, c'est hyper rapide. C'est ouais. Regarde, qu'est-ce que c'est 2 mois dans une vie? Ta femme, comment elle le vit quand tu pars J'en sais rien, elle est contente de me retrouver. Non, c'est là, moi je suis jamais parti 40 jours aujourd'hui. Forcément, laisser tout le monde à la maison, mais c'est tellement barjot, c'est chacun son truc, quoi. Moi, c'est un truc que je rêve depuis tout petit. Voilà, ça va nous apporter aussi énormément de choses. C'est-à-dire que je serai peut-être occupé pendant toute cette année pour préparer ce projet, mais ce qui veut dire aussi que en 2024, à l'arrivée de ce projet, je serai beaucoup plus présent. Enfin, on pense. Parce que ce sera la fin d'un cycle? Ouais, sûrement, ouais. Parce qu'il faut du temps pour se remettre de ce genre d'événement. D'accord. Et que c'est déjà ancré chez moi de dire je vais partir, je vais être absent un certain nombre de temps, il va falloir que je compense. Et donc quelque part il y aura du repos nécessaire. Voilà, ça se combine. Et il faudra bien sûr profiter de cette petite séance de repos pour vivre d'autres choses en famille. Un dernier mot pour faire trembler tes concurrents. C'est quoi ton avantage compétitif sur cette route du Rhum? Je pense que j'ai le bateau le plus polyvalent dans la mer formée, le plus robuste, le plus 4x4 en fait, un peu à l'image de l'Ultime d'ailleurs, et que j'espère faire la différence sur mon expérience en solitaire, parce que la plupart des concurrents ont finalement un peu moins d'expérience que moi. Merci Eric d'avoir pris je sais pas combien est le timer là, 45 1 heure pour nous. Ouais. Et puis ravi d'avoir fait ta connaissance. Enchanté de vous avoir accueilli à bord de ce bateau. Je te souhaite une excellente Merci course beaucoup, qu'on va suivre de près. Maintenant, j'ai un lien vers l'AIS de Philippe Arts, donc tu me donneras le tien pour que je puisse te suivre sur la carte.